Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. L'entretien du jour avec un homme, Monsieur Christian Walengo. Bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Christian Walengo, vous êtes membre de la dynamique MCCD Nouveau Congo. Vous êtes en même temps secrétaire général du Nouveau Congo. Alors, l'actualité est dense. Commençons déjà par le voisin du Congo, le voisin immédiat, c'est la RDC. Là-bas, les choses bougent. L'Église est maintenant en première ligne, aux côtés de l'opposition, en fait, de réclamer le départ de Joseph Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez cette sortie de l'Église en s'immisçant dans les affaires politiques? Je crois que, d'abord, je voudrais d'abord m'excuser auprès de vos internautes et nos téléspectateurs, je peux dire, pour l'occasion manquée suite au désagrément causé par l'émission ratée en novembre avec le président Bruno Mouelé. Oui. Donc au nom de la dynamique MCCD-NC et au nom du président Mouelé, je leur présente nos excuses. Ce n'est qu'une partie acceptée. Ce n'est qu'une partie remise et ils auront l'occasion de d'avoir le président Mouelé prochainement. Et là, je m'excuse aussi pour le direct qui n'a pas eu lieu. Voilà. C'est des aléas du direct, comme on le dit, de la technique, et nous sommes obligés de faire avec. Oui. Bon. S'agissant de la question sur la RDC, je pense que je dois d'abord faire nuancer les choses. En fait, l'Église ne s'est pas intervenue dans la crise comme telle. C'est vous savez, c'est Makoso, quand vous avez une opposition qui a désarmé, la société civile, il ne lui reste qu'une seule chose, c'est de prendre le relais de cette opposition. Donc, devant une opposition défaillante. De cette opposition défaillante. Oui. C'est pourquoi les laïcs catholiques de la RDC ont pris cette initiative d'organiser des marches pour demander le respect des accords. Parce que c'est le respect des accords. L'Église, les accords du 31 décembre. L'Église ne s'est pas intervenue directement dans la crise. L'Église a soutenu cette action des laïcs catholiques, en ce sens que l'Église a été partie prenante dans cet accord. Donc, étant donné que c'est elle qui a organisé, qui a conduit la médiation entre l'opposition et le pouvoir. Ce sont les accords de la Saint-Sylvestre 2016. De la Saint-Sylvestre de 2016, voilà, oui, c'est ça. Donc l'Église n'a fait que rappeler et à l'opposition et au pouvoir leur engagement quant au respect de cet accord. Mais cela ne voudrait pas dire que nous soutenons l'immixtion de l'Église dans les affaires politiques. Non, parce que je crois que la Constitution de la RDC a même prévu dans sa rédaction que la RDC est un pays laïque et qu'ils ne peuvent pas déroger à ce principe et à cette prestigieuse liberté de l'époque des Lumières qui est la séparation de l'Église de l'État, que cette Constitution puisse permettre cela. Donc je pense que l'Église, je voudrais vraiment insister sur ça, nous ne soutenons pas, nous comprenons. L'Église ne s'est pas intervenue en tant que telle, l'Église a rappelé en tant que médiateur, médiatrice, je peux dire, aux uns aux autres à leur engagement. Donc l'Église, ce qui est sûr, c'est que l'Église n'a qu'une seule vocation. Oui. C'est, comment on appelle, sa vocation, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Tout le reste est superfétatoire. Voilà. Alors, si vous dites que tout le reste est superfétatoire, Christian Walengo, on sait que du côté de l'Afrique centrale, c'est un peu compliqué, mais on voit que l'Afrique de l'Ouest nous donne de plus en plus de leçons. Georges Weah, joueur de football, devenu aujourd'hui président. C'est pour vous un exemple? C'est quelque chose à suivre? C'est un espoir et c'est quelque chose à féliciter. Et ça prouve que l'on ne peut pas désespérer dans la vie, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa profession, quel que soit son métier. Et on peut toutefois, à tout moment, aspirer à une promotion sociale, telle que Georges Weah. Et puis, Georges Weah, c'est quand même un cas atypique. Il faut savoir que Georges Weah constitue un ciment pour l'unité de ce pays. La preuve, son ticket avec Mme Taylor le prouve. Georges Weah a fédéré les deux communautés qui constituent la République libérienne, c'est-à-dire que la communauté afro-américaine et les autochtones dont il fait partie, afin que l'unité de ce pays soit préservée. Donc Georges Weah, même au temps où il y avait des hostilités au Libéria, Georges Weah, c'était le seul libérien qui fréquentait les belligérants. Donc quand la présence de Georges Weah seul suffisait à ce qu'il y ait un cessez-le-feu tacite. Donc Georges Weah, c'est un élément unificateur pour ce pays et c'est le symbole
de l'unité nationale libérienne. Je crois que nous, les Africains, nous ne pouvons que féliciter cette élection de Mr. George. Alors, si les Africains doivent féliciter Mr. George, ils peuvent aussi féliciter Paul Kagame, qui lui est devenu, depuis quelques jours, en fait, le nouveau patron de l'Union africaine. Toute l'Afrique, on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé. Mais aujourd'hui, Kagame est donné comme modèle au niveau de l'Afrique, notamment par rapport aux réformes qu'il a menées au Rwanda. Bon, écoutez, l'élection du président Kagame me laisse un peu... C'est quelque chose que j'ai toujours combattu, du fait que la réforme de l'Union africaine n'a pas été jusqu'à son terme. C'est-à-dire que cette organisation mérite une réforme en profondeur. C'est-à-dire que ce procédé qui consiste à confier les règnes ou la direction de cette organisation des chefs d'État doit être... comment dirais-je, doit être changé. On ne doit pas continuer comme ça. Donc, le président Kagame, oui, c'est un modèle. Sur le plan économique, les preuves sont là. Mais écoutez, le président Kagame, c'est un autocrate. Vous ne pouvez pas donner la direction d'une organisation qui se veut démocratique à quelqu'un qui met en conflit le développement et la démocratie. Ah oui. Pour le président Kagame, la priorité est claire. C'est le développement à la place de démocratie. Or, le président Kagame sait bien que la démocratie produit aussi le développement. Enfin, il y a des pays qui sont plus démocrates que le Rwanda, qui ont du mal à décoller. Hein. Bien sûr que si, mais vous ne pouvez pas opposer la démorratie au développement. Sauf que Kagame fait ses preuves. Mais voilà, c'est ce que... Mais oui. Quand vous avez quelqu'un, je ne m'arrête pas là, quand vous avez quelqu'un qui emprisonne ses opposants, vous savez, Mme Ingabire a été emprisonnée par le président Kagame, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas vraiment le respect des droits humains au Rwanda. Je ne dis pas, je ne connais pas ce qui réellement qui se passe sur le plan, comment dire, social au Rwanda. Je sais bien, comment on appelle, le développement social, le développement humain du Rwanda. Donc le président Kagame a travaillé sur ce plan-là. Mais il mérite sur ce plan. Mais sur le plan politique et sur le plan démocratique, du respect des principes démocratiques, je crois que le président Kagame, en tant qu'autocrate, ne devait pas occuper ce poste, vu ses interventions aussi intempestives dans la crise en RDC. En RDC. Voilà, oui. Donc le président Kagame, je pense, pour ma part, en tant qu'autocrate, n'a pas occupé cette fonction. Parce que... dans le cas de l'Afrique, notamment de certains pays, quand on prend l'exemple du Rwanda, ne vaudrait-il pas un bon autocrate qu'un mauvais démocrate comme Denis Sassou Nguesso? Je crois que nous sommes là devant le marteau et l'enclume. Je ne soutiens ni l'un ni l'autre. Je crois que Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame, c'est pareil. C'est du... Sauf qu'il y a un qui fait avancer son pays. Bien sûr, sur le plan économique, le président Kagame et Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas photo. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai reconnu que le président Kagame a fait ses preuves sur le plan économique. Denis Sassou Nguesso a failli sur tous les plans, politiques, social et économiques. Alors, parlons maintenant d'une faillite, d'un aspect de faillite. Hein, c'est le retour du FMI. Le pays est aujourd'hui en crise, et une crise très très grave, ce qui a fait que le pays est reparti vers le FMI afin de pouvoir trouver des solutions. Alors, ce retour du FMI, est-ce que vous craignez, ou bien vous êtes convaincu désormais que Sassou aura son argent, donc il pourra continuer sa politique, mettre en place sa politique telle qu'il a annoncé lors de la dernière élection en 2016? Non, pas, je suis sûr que Sassou aura son argent, mais je voudrais quand même m'atteler sur les principes. Je crois que si vous avez suivi Mme Lagarde avec... j'espère que vous avez suivi Mme Lagarde sur les antennes du RFI. Mme Lagarde a fait une promesse de contrat au gouvernement congolais. En droit de contrat, une promesse de contrat vaut contrat. Donc le FMI s'est engagé à poursuivre les négociations avec l'État congolais jusqu'à son terme. Et à engager, et comment dirais-je, et à signer éventuellement un contrat au cas où le Congo respecterait ou remplirait les conditions posées par le FMI. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le FMI pose un certain nombre de conditionnalités auxquelles le Congo doit remplir. Mais au cas où le Congo ne remplissait pas ces principes, ces critères, le FMI ne pourra pas consentir ou octroyer un prêt au Congo. Donc, ce qui veut dire quoi? Parce que je crois que vous pouvez remplir tous les critères et bénéficier d'un prêt du FMI, mais cela ne garantit pas que le prêt reste, c'est-à-dire que le contrat ou l'accord aille à son terme. Vous avez la jurisprudence Mozambique qui a occulté
ces chiffres auprès des FMI, mais après le contrôle, après la surveillance, après les audits menés par le FMI, le constat est que le Mozambique avait complètement été de mauvaise foi. Avec Mugabe. Non, le Mozambique, Oui, qui a été de... Pardon. Voilà, Ah, donc oui. avec son... Comment dirais-je avec les mauvais chiffres qu'il avait donnés et le fait qu'il avait caché une partie de sa dette. Un peu comme l'a fait le Congo aussi. Le Hein. FMI a été obligé de rompre l'accord. Il était dans son droit puisque c'est légitime. Maintenant, le Congo, qui d'ailleurs, le Congo d'abord c'était dans la période avant accord, dans les pourparlers. Le Congo a menti sur les chiffres. Mais malgré cela, le FMI lui a quand même accordé une nouvelle chance. C'est de lui accorder, comment dire, lui proposer un certain nombre de conditions à remplir pour que le FMI puisse contacter avec elle. Mais ce que je voudrais dire sur cette affaire du FMI, je voudrais aller toucher maintenant, je voudrais aller maintenant sur le fond de ces accords entre le FMI et le Congo. Vous savez, le FMI, quand il arrive, parce qu'il y a un problème de gouvernance, le FMI, quand il arrive dans un pays, le FMI a une feuille de route, a un certain nombre de conditions qu'il pose au pays dans le fameux plan d'ajustement structurel. Mais qu'est-ce que le fameux plan d'ajustement structurel apporte à un pays? C'est l'austérité. C'est l'austérité. Vous êtes à la merci là de la finance. C'est-à-dire qu'on vous donne un plan auquel vous devez suivre, et ce plan est carrément à l'opposé du développement. Le FMI ne vient pas pour le développement. Le FMI vient pour que vous redressiez votre économie qui est en panne. Les pays qui sont en difficulté financière comme le Congo devraient, s'il faut respecter ce plan d'ajustement structurel, compresser la fonction publique. Donc d'abord procéder à licencier les fonctionnaires, réduire les effectifs de l'État tout en gelant les salaires, qui a pour effet suspensif la non-révalorisation du traitement des fonctionnaires. Donc, vous avez des politiques publiques restrictives. Vous ne pouvez plus construire, vous ne pouvez plus vous lancer dans le développement des infrastructures. Vous êtes obligé de, comment dirais-je, de limiter les missions des hauts fonctionnaires, y compris des membres du gouvernement. Vous êtes obligé de privatiser les entreprises publiques. Donc, ce qui ramène toute une situation explosive sur le plan social qui peut conduire à des situations graves dans le pays. Donc, le fait de bénéficier du prêt du FMI ne suppose pas que vous sortez du chaos. Non, non, non. Alors, par rapport à tout ce que vous avez décrit, vous proposerez quoi à la fin? Si le Congo n'allait pas FMI, on fait comment? Mais écoutez, c'est un pays failli déjà. Oui. Donc, la proposition est que le Congo puisse, comment dirais-je, revenir sur les principes démocratiques. Sur le principe, on voit qu'il n'y a pas d'argent. Non, mais écoutez, tout ça, tout est lié sur une base. Il faudrait que vous ayez des institutions fortes. Ce n'est pas des hommes. Il faudrait que le Congo redresse, revoie un peu son cadre macroéconomique. En faisant comment? Comme je l'ai dit, hein, en votant des budgets sincères et en ne votant pas des budgets déficitaires dans le sens où on ne peut pas envisager des projets auxquels on n'a pas de liquidité parce que, comment on appelle, les réserves d'échange sont épuisées. Oui. Donc nous proposons à ce que le gouvernement congolais réduise d'abord son train de vie et que le gouvernement congolais puisse auditer dans ses propres services, qu'il y ait des audits sérieux, qui puissent se faire au niveau des services de l'État et que les contrôles puissent faire à ce que des personnes qui se seraient tombées dans qui se sont versées dans les malversations ou dans la concussion puissent être transférées, comment dirais-je, en justice. Que ces gens-là puissent être jugés et puissent, s'il faut le faire revenir les capitaux ou les deniers qu'ils auraient cachés quelque part. Donc le gouvernement congolais doit assainir d'abord. Je dirais d'abord, ça dit que pas seulement ses finances, mais ses hommes.
Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez des noms par rapport à ces hommes-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des noms? Non, je ne voudrais pas citer nommément ces gens, mais enfin, si vous ne les citez pas, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Écoutez, s'il y en avait, écoutez si ici à l'UFMI, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. Oui, oui, non, mais on parle des hommes, Christian Walengo. Vous nous dites qu'il y a des hommes aujourd'hui qui devraient répondre, lesquels? Ben, je dis d'une manière générale. Enfin, vous ne dites pas d'une manière générale, nous sommes dans une situation concrète, Christian Walengo. Écoutez, je suis respectueux du droit et je ne peux pas nommément citer les gens. Parce que vous n'avez pas de preuves. Si, j'ai des preuves. Enfin, mais si vous avez des preuves, donc vous pouvez les mettre sur la table. J'ai des preuves de détournement. Oui, alors, vous avez des preuves de détournement, Christian Walengo, c'est quand même simple. Ça veut dire que vous faites de la rétention, en fait. Vous avez des preuves des gens qui ont détourné. Non, je ne fais pas de la rétention, mais je suis je fais le droit. Je suis un peu légaliste. Qu'est-ce que je dis? Je voudrais, ces gens-là que vous me demandez de citer, bénéficient quand même de la présomption d'innocence. Voilà. Je ne voudrais pas verser dans des situations où je serais, comment dirais-je, mal à l'aise. Il faut attendre l'audit, après l'audit va nous déterminer qui a volé, qui n'a pas volé. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des audits, même pas un audit, il faut qu'il y ait des audits. Vous voyez, écoutez, je prends des responsables, par exemple, vous avez de toute façon, il y a une cour de compte au Congo qui devrait vous lui faites confiance à cette cour de compte? Ben, pas du tout, puisque... voilà, mais donc vous avez des institutions qui sont défaillantes, donc ça signifie que vous aussi, aujourd'hui, vous devrez prendre la responsabilité qui est la vôtre en tant qu'homme politique pour mettre les choses sur la table, qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont reconnus ou connus, il faut les mettre sur la place publique. Afin vous ne comprenez pas pourquoi je parle de la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Et vous faites confiance à la justice congolaise? Écoutez, je dis ceci, je vais encore me répéter, je dis ceci, il faut que la justice fasse son travail. Alors, mais ce qui est surprenant, avec vous les politiques congolais, c'est que vous évoquez des institutions que vous récusez en même temps. Vous me dites qu'il faut que la justice fasse son travail alors que vous ne faites pas confiance à la justice congolaise. Donc il faut à ce moment-là qu'on appelle la Cour pénale internationale pour venir juger ces hommes-là. Peut-être que ça ira mieux. La Cour pénale internationale a son rôle bien précis. C'est-à-dire que je ne voudrais un tribunal ou un juge à un domaine de compétence. Est-ce que vous faites confiance à la justice congolaise en la matière, par exemple? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que... Pas du tout, parce que... Alors, comment est-ce qu'ils vont là répondre? Parce qu'il y a déjà une cour. Non, mais j'en appelle à la conscience des autorités congolaises. D'accord. De diligenter les actions. Et donc vous leur faites confiance aux autorités congolaises depuis 30 ans, Sassou Nguesso est là, il pourra diligenter une enquête contre Bouya, contre son fils, contre d'autres ministres. Vous me demandez ce que nous proposons, ou ce que je propose. Oui, mais il faut en même temps qu'on soit dans le principe de réalité, Christian Walengo. Nous sommes dans la réalité. Qu'est-ce que je dis? Je dis ceci. Si vous voulez que les choses marchent, il faudrait qu'il y ait des institutions fortes, il faudrait qu'il y ait des lois fortes, il faudrait qu'il y ait des garde-fous. Mais pour que vous refassiez confiance à ceux qui ont détourné, à ceux qui ont failli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément agir en justice contre ceux-là qui sont tombés sous le coup de la loi, qui se sont versés dans les détournements des deniers publics. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je dis, il faudrait que nous demandions que les autorités congolaises prennent conscience de diligenter les actions. Donc vous comptez sur leur bonne foi, sur la bonne foi des autorités congolaises pour pouvoir diligenter ces enquêtes? Ah, peut-être que si, mais avec des autorités congolaises, j'ai bien peur. Avec les autorités, c'est ma question, non. Oui, allez-y. Avec les autorités congolaises, j'ai bien peur de me tromper de bonne foi. Donc je ne voudrais pas me lancer dans des affirmations qui ne tiendront pas la route. Voilà. Ce que je demande simplement, que la justice soit faite, qu'on puisse traduire ces gens-là. C'est présumé détourneurs des deniers publics en justice. Voilà. Alors, Christian Walengo, votre dynamique MCCD-NC a eu une actualité en 2007 très importante. Le 27 mai, vous réunissiez dans le cadre de vos universités d'été des hommes et des femmes qui sont dans la famille de l'opposition afin de donner un nouveau souffle à l'action politique. Et dans ce nouveau souffle, il fallait mettre en place en fait une coordination qui permettrait, un comité relais qui permettrait en fait de coordonner toutes les actions de l'opposition. Or, on s'est rendu compte que vous avez émis une idée, sauf qu'il y a qui l'a attrapé en cours de vol, c'est M. Wabari qui a mis en place ce comité relais et nous attendons toujours en fait les résultats qui sont les vôtres ou concrètement ce que vous avez fait de cette rencontre du 27 mai 2017. Oui, la rencontre du 27 mai 2017 a été un succès. Un grand succès. Ah mais nous étions là, on peut l'affirmer, sauf que dans les conclusions, aujourd'hui, on ne voit rien arriver. Les autres en ont fait déjà... Vous avez bien fait de dire que vous l'avez couvert. Et la preuve, des gens se sont emparés de nos idées, parce que ces idées, elles ont été bonnes. Le comité relais, je voudrais quand même en parler. Réellement, le comité de relais n'a pas une personnalité juridique.
Le comité de relais, c'est même pas une structure. C'est, je dirais, c'est une organisation formelle. Le comité de relais, c'était un maillon qui nous permettait de traverser vers le rassemblement populaire de toute la diaspora. Vous savez, nous sommes un peu disparates. Nous voulions, à travers le comité de relais, donner un cap au niveau de la diaspora, que nous nous rassemblions, au lieu que nous soyons un peu éparpillés dans nos propositions, que nous ayons une offre politique à proposer au peuple. Quelles qu'en soient nos divergences, quelles qu'en soient nos différences, nous voulions dans ce comité que nous ne soyons pas... comment dire, sauf que vous ne l'avez pas mis en route et il y a quelqu'un qui a été un peu plus malin que vous, monsieur Ouabary, qui l'a mis en place. Écoutez, c'est pourquoi je dis, ne voyez pas, c'est parce que monsieur Ouabary s'est affiché, que je respecte d'abord le ministre Ouabary, qui s'est affiché pour exploiter cette idée et de le mettre sur la place publique. Mais vous savez pas ce que nous faisons en souterrain, parce que vous savez, la diplomatie n'a pas besoin de bruit ici à Makosio. Nous avons travaillé, le président Bruno Moula a beaucoup travaillé sur ce point. La plupart des acteurs politiques ici qui ont rencontré le président Mouélé, ils se reconnaîtront d'abord, savent ce que nous avons fait comme travail. Vous savez, on a pu débloquer plusieurs situations ici au niveau de la diaspora grâce à l'intervention du président Mouélé, qui, suite à cette belle idée du comité de relais, a fait à ce que beaucoup de situations soient décantées. Vous-même, vous avez eu des ennuis avec un des compatriotes ici, qui a été un peu maladroit et malveillant à votre égard. Mais vous ne savez pas que si c'est c'est le président Mouélé qui a pu intervenir pour que cette situation soit décantée. Et des cas comme ça, il y en a les gens. Le président Bruno Mouélé, quand il arrive à Paris, il est beaucoup sollicité. Nous ne restons pas sous place, nous travaillons dur. Nous faisons des journées marathons, juste dans le cadre du comité de relais, juste pour réunir, pour rassembler les gens. Le problème, c'est que nous voulions que la diaspora et le pays, parce que le rassemblement ne s'arrête pas au niveau d'ici. Nous avons travaillé beaucoup au niveau du pays, comme je vous ai dit. Nous avons fait des rencontres avec beaucoup de personnalités au niveau international, mais que nous ne mettons pas sur la place publique. Voilà. Donc c'est pour dire que le travail se fait. Donc le président et le ministre Ouabary a bien fait de relayer notre idée, mais sachez que nous avons beaucoup travaillé. Voilà. Et ça, je peux vous en assurer. Alors là, vous avez travaillé en 2017. En 2018, c'est quoi le calendrier pour la dynamique NC-MCCD? En 2018, comme je vous ai parlé du rassemblement, et comment on appelle des universités qui pointent à l'horizon pour l'année 2018, et dans lesquelles nous allons mettre en public notre offre politique. Et ces activités-là seront des activités qui vont cadrer et qui vont encadrer nos perspectives politiques. Et sachez que nous avons beaucoup de choses à proposer au cours de ces universités et j'espère que vous serez là pour les couvrir. Et les activités, il y a plusieurs activités et nous préparons d'abord ça et notre offre politique sera mise en public, sera publiée sous peu. Et vous le saurez. Voilà, nous le saurons. Christian Walengo, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous aurez un message à l'égard des militants, NCCD, MC? Tout à fait. J'aurai d'abord un dialogue, comment dirais-je, un message pour tout le peuple congolais. Et le message pour tout le peuple congolais, c'est le message de l'espoir. Que le peuple congolais sache que nous avons beaucoup de choses. Nous avons une nouvelle offre politique pour eux et que nous allons mettre à leur disposition sous peu, mais qu'ils comptent sur nous, qu'ils comptent sur la dynamique MCCD-NC, qu'ils comptent sur le président Bruno Moulé, qui travaille fort pour que ce peuple sorte de cette dictature qui l'accable depuis, qui la gangrène même depuis des années, que Ulrich Tuta, président du Nouveau-Congo, est avec le président Moulé en synergie pour faire à ce que la démocratie puisse évoluer dans ce pays. Et nous sommes là autour d'eux pour que nous fassions à ce que le pays se développe à travers notre programme. Donc, je souhaite comment dire, la paix à ce peuple et que ce peuple garde l'espoir en nous. Voilà, je souhaite la paix à ce peuple et que ce peuple garde l'espoir au Nouveau-Congo et au MCCD. Merci Christian Walengo. Je vous en prie.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien avec Christian Wadengo. Je rappelle donc qu'il est le secrétaire général du Nouveau Congo et membre de la dynamique Nouveau Congo MCCD. Merci à Nkoku Mungakoso, merci à vous aussi. Toujours aussi nombreux à suivre les programmes de Jana TV. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.